Bienvenue à cette troisième capsule sur les interventions préventives au préscolaire. Je suis Claudine Perrault, conseillère pédagogique à l'éducation préscolaire. Et voici ma collègue. Amélie Carrier, je suis orthophoniste au Centre de service scolaire de Découvert. Aujourd'hui, vraiment, encore une fois, on va faire le tour des interventions préventives, mais aujourd'hui, c'est mettre en place la prévention universelle et ciblée. On se rappelle que les mandats à l'éducation préscolaire, c'est favoriser le développement global et mettre en œuvre des interventions préventives. Donc, aujourd'hui, on va s'attarder davantage à ce sujet. Alors, pour la suite, moi, je vais vous parler de la différence entre la prévention universelle et la prévention ciblée. Donc, de par le terme universel, je pense que vous avez déjà un bon indice que les activités de prévention universelle, c'est d'offrir des activités à tous les enfants, dont l'objectif est de favoriser leur développement, la consolidation des facteurs de protection, puis aussi l'acquisition de compétences qui vont être nécessaires au développement global de l'enfant. Pour ce qui est des activités de prévention ciblées, à ce moment-là, on offre des activités qui sont en réponse aux besoins de certains enfants pour qui on a décelé certaines difficultés, notamment au plan psychosocial ou cognitif, mais ça peut être au plan moteur aussi, au plan de la communication. Et ces activités-là vont être spécifiques et différenciées, puis avec un niveau d'intensité plus grand que les activités de prévention universelle. Donc, pour faire le lien avec le modèle de la RAI, cette approche-là, RAI qui signifie réponse à l'intervention, donc c'est un modèle qui avait été créé aussi aux États-Unis pour organiser les services dans le but d'éviter l'identification tardive, l'intervention tardive dans le cas des difficultés d'apprentissage. Pour le préscolaire, comme on n'est pas vraiment dans de l'enseignement explicite, comme par exemple au primaire où on a un programme où on enseigne des habiletés, des compétences, des connaissances. Au préscolaire, on est plus dans le développement global. Donc, le modèle de la RAI qui, à la base, visait à partir des interventions universelles, puis après ça, d'intensifier un peu en fonction des besoins des élèves. Et on ne l'applique pas nécessairement à la lettre, mais on s'en inspire justement pour éviter l'intervention tardive, donc de trop attendre avant de traiter des difficultés des enfants. Et pour le préscolaire, on est vraiment plus dans l'exposition aux apprentissages en développement global. Donc, la RAI nous inspire sans être un dogme. Donc, en cohérence avec le développement global, on parle d'intervention préventive ou ciblée dans la perspective où on répond aux besoins de chaque enfant. Donc, prend l'enfant où il est rendu, puis on le fait progresser à sa mesure, à sa vitesse. Donc, pour les activités de prévention universelle, il existe des programmes clés en main, mais il faut savoir que ces programmes-là, comme par exemple la forêt de l'alphabet ou tous les autres, ils ne sont pas uniques et prescriptifs pour prévenir un certain type de difficulté. C'est plutôt quand on prend l'ensemble des actions puis le soutien que l'enseignant planifie et qu'on prend le réinvestissement des apprentissages au quotidien qu'on voit un impact de nos activités de prévention universelle, toujours en collaboration avec les intervenants. Donc, les activités peuvent à la fois être faites par l'enseignant ou par les intervenants en collaboration avec l'enseignant parce que c'est vraiment l'enseignant qui est au cœur de ces activités-là. Ici, on vous a mis des exemples. J'insiste sur le mot exemple. Donc, ce n'est pas uniquement chaque intervenant qui est mentionné là peut faire autre chose que ce qu'il y a là, mais quand même, on voulait vous donner une petite idée d'activité de prévention universelle que chacun des membres du personnel qui entoure la classe peut faire. Donc, je vais prendre l'exemple de l'orthophonie puisque c'est celui que je connais le plus. Donc, l'orthophoniste, dans le cadre d'une activité de prévention universelle, pourrait venir en classe animer une activité. L'activité, moi, à laquelle je pense le plus souvent, qui est quand même bien connue, c'est la lecture interactive enrichie, la fameuse LIE. Donc, on est dans l'universalité parce qu'on vise à répondre aux besoins de tous les enfants, mais on est quand même ciblé, on est quand même spécifique dans le sens où les habiletés qu'on veut développer, elles sont claires, on les a planifiées et on a une intention pédagogique, si je puis dire, même si on est orthophoniste derrière tout ça.
Maintenant, pour les activités de prévention ciblées, fait que je vous rappelle que c'est pour des enfants qui ont certains besoins qu'on a remarqués et une certaine résistance là, aux activités de prévention universelle. Donc, quand on constate qu'ils ne bénéficient pas suffisamment des interventions universelles, ben, il faut prendre le temps d'observer. Observer l'enfant, de le soutenir peut-être un petit peu plus intensivement et de se questionner sur quels sont ses besoins et comment on pourrait y répondre. Ensuite de ça, ça peut être intéressant de faire appel à des partenaires. Donc, les professionnels, ça pourrait être l'éducatrice spécialisée, l'orthopédagogue, pour documenter la démarche, les observations. On dit souvent, là, c'est un lieu commun, mais plusieurs têtes valent mieux qu'une. Fait que dans ce cas-là, ça peut être intéressant pour avoir vraiment un portrait global des difficultés de l'enfant. Puis après ça, se poser la question, mais qu'est-ce que je vais faire dans l'avenir pour l'aider à progresser, cet enfant-là spécifique? Donc, dans la prise d'information, ce qu'on vous suggère pour pouvoir avoir une bonne idée du portrait de l'enfant, ben, c'est tout d'abord de s'informer aux parents. Donc, d'utiliser le portrait périodique, par exemple, pour aller chercher des informations sur l'enfant qu'on peut avoir demandé en début d'année, mais en cours d'année, il y a des choses qui peuvent changer. Donc, ça peut être intéressant de faire cette cueillette-là, de partager les informations entre les agents, les partenaires qui soient soit à l'interne ou à l'externe. Donc, ça arrive encore souvent au préscolaire qu'il y a des professionnels de l'externe qui interviennent auprès d'enfants qui ont des difficultés. Donc, ça peut être intéressant de les contacter. Ensuite, le cœur, je pense, de tout ça, c'est vraiment d'observer l'enfant au quotidien, dans son contexte de vie, dans la classe, de plusieurs façons. Là, bon, l'observation directe, mais en interaction avec un autre enfant, avec un autre adulte. Donc, de différentes modalités en fonction de la difficulté qu'on a observée, là. Ensuite, bien, il y a aussi le portrait de classe là, du centre de service qui est facultatif, mais qui existe, qui peut être une façon d'aller détecter les forces, les difficultés dans certaines sphères de développement là, que vous connaissez probablement beaucoup mieux que moi. Donc, on voit que dans la littérature, on l'a nommé tout à l'heure, l'intervention en collaboration avec les partenaires est vraiment centrale. Hein, l'enfant, il partage sa vie entre l'école et aussi la maison. Donc, c'est important de ne pas ignorer là, cette opportunité de l'école, mais aussi d'aller se questionner sur comment ça se passe à la maison et de ne pas présumer là, qu'on sait tout. Nos interventions, c'est important qu'ils se déroulent le plus possible dans des contextes de communication naturels et inclusifs, dont le meilleur exemple, c'est la salle de classe. Et de cette façon-là, quand on fait les interventions dans la classe versus en sortant un enfant pour amener dans un bureau de professionnel, par exemple, mais quand on fait les interventions dans la salle de classe, il y a davantage de réinvestissement et de généralisation chez les élèves. Ça a été nommé, entre autres, là, vous voyez la source, c'est un guide de pratique en orthophonie, mais c'est pas seulement applicable en orthophonie, là, dans tous les domaines d'intervention des professionnels, on voit que de faire les interventions dans la classe, c'est beaucoup plus bénéfique et plus facile pour les enfants de généraliser. Ça peut aller de soi, mais c'est important quand même de se le rappeler. Pour les activités, comme tout à l'heure, les activités de prévention universelle, vous aviez des exemples. Donc, ici aussi, ce sont des exemples d'activités de prévention ciblées. Je vais faire différent cette fois-ci, je vais vous parler de l'orthopédagogue. Donc, par exemple, un orthopédagogue pourrait soutenir un petit groupe d'enfants pendant une activité de conscience phonologique qui est faite par l'enseignante, mais l'orthopédagogue vient pour certains enfants ciblés qui ont besoin d'un accompagnement plus soutenu. Alors, on voit bien, en fait, Amélie, que l'intervention universelle et ciblée, c'est pas juste l'affaire de l'enseignante, mais c'est une responsabilité qui est partagée entre le personnel enseignant, orthopédagogue et professionnel et en famille qui gravitent Oui. autour de l'enfant. Mhm. Puis j'aimerais ajouter, Claudine, si tu permets, que Ouais. pour chacune de ces interventions-là, il n'y a pas de recette magique dans le sens que c'est pas telle chose appartient à telle personne. On peut en équipe se dire, ah ben tiens, moi ça, j'ai une facilité là-dedans, je l'ai déjà fait, j'ai quelque chose de monté, ben voici, je vais aller le faire dans la classe, puis tu verras après, tu pourras le reprendre. C'est vraiment l'idée de la collaboration, c'est aussi ça, c'est pas juste de séparer la tarte puis de partir chacun de notre côté, c'est vraiment dans chacune de nos décisions, de nos interventions, de le faire le plus possible ensemble. Et en fait, c'est ça aussi le but de la collaboration, c'est de s'assurer ensemble de prendre ces décisions-là, puis de les planifier
Donc, ouais, c'est super ça. Merci, Amélie. Puis, ben évidemment, quand je suis dans la classe puis que j'interviens spontanément avec des enfants pendant une activité, comme par exemple un enfant qui est toujours dans le coin des petites voitures, puis là, on se dit, bon, peut-être que je pourrais l'amener à faire autre chose. La question que je peux me poser pour élargir son champ d'activité, c'est d'abord et avant tout, est-ce que ça pose problème pour Mm. l'enfant? Hein? Avant de penser que je dois l'amener vers autre chose. Puis, si c'est un problème parce que l'enfant a seulement qu'une activité et qui n'est pas ouvert à d'autres, ben, est-ce que c'est parce qu'il a besoin de plus de temps pour s'adapter à la classe, pour apprendre les jeux? Est-ce qu'il a besoin que je m'implique avec lui dans le jeu, que je l'aide? Parce que des fois aussi, il y a des enfants qui n'osent pas aller dans d'autres coins ou expérimenter d'autres activités parce que ça peut être difficile. Est-ce que l'enfant a besoin d'une rétroaction? Donc, il faut toujours se poser la question, parce que c'est ça ce que ça veut dire, porter un regard attentif sur l'enfant. C'est d'abord de ne pas prétendre que l'enfant, il a besoin d'aide, mais plutôt des fois, ça peut être de l'aide, oui, mais des fois, ça peut être juste aussi du temps. Puis, c'est pour ça qu'on dit que c'est important de respecter le rythme de chaque enfant. Il y a des enfants qui se développent plus rapidement. Puis si j'interviens de façon plus fréquente ou précise avec un enfant ou un sous-groupe d'enfants, bien, je peux toujours me poser les mêmes questions puis mettre en place des pratiques pédagogiques ou des modalités qui répondent aux besoins spécifiques des enfants. Fait que des fois, ça va être une réponse pour tous les enfants, puis des fois, ça va être pour répondre spécifiquement aux besoins d'un enfant. Puis une réponse spécifique aux besoins de l'enfant, ça ne veut pas nécessairement dire non plus qu'on fait appel à la TES ou à l'orthophoniste. C'est que moi, je sais qu'il faut que j'apporte une aide en prévention, par exemple, avec certains enfants, notamment au niveau du comportement, par exemple, lors de l'entrée dans la classe. Alors, je suis toujours en questionnement. Euh, et évidemment, j'analyse mon enseignement, mes interventions en me posant des questions suivantes. Est-ce que je propose aux enfants des activités qui se situent dans leur zone proximale de développement? Donc, est-ce que c'est trop facile ou trop difficile ou c'est juste correct pour eux? Est-ce que mes élèves répondent bien à mon soutien, à mes interventions? Si la réponse est oui, bien, je continue. Si la réponse est non, bien, des fois, c'est parce que j'ai besoin de continuer puis de faire plus, de prendre plus de temps ou des fois de me réajuster. Est-ce que la grande majorité de mes élèves progressent et vivent des réussites? Si la réponse est oui, bien, ça veut dire que mes interventions sont adéquates pour toute la classe. Euh, Puis, évidemment, ben, si ce n'est pas le cas pour certains enfants, ben, il faut que j'ajuste mes interventions. Mais des fois, ça peut être aussi de changer des fois dans la routine pour les enfants. Ça peut être quelque chose de très simple que de dire les enfants, quand ils arrivent le matin, ils se désorganisent quand ils sont au tapis, ben, pour la causerie, mais c'est peut-être parce qu'il faudrait que je commence en jeu libre le matin parce qu'ils ne sont pas disposés, ils ne sont pas disponibles encore à l'apprentissage. Donc, à ce moment-là, ben, c'est une intervention que je fais pour tout le groupe et que je sais qu'il va avoir des impacts positifs. Amélie, on a aussi des exemples de prévention universelle et ciblée pour l'ensemble des collègues qui interviennent dans la classe. On a séparé ça un peu là, en axes de développement, donc pour chacun des domaines de développement. On est venu dire à peu près qu'est-ce qu'on veut travailler avec l'enfant, c'est à quel moment ou dans quel contexte d'activité. Puis à quoi ça pourrait ressembler une intervention qui est plus universelle et une intervention qui est plus ciblée. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Oui, tout à fait. Puis l'idée de ce tableau-là, là, je me souviens aussi, Claudine, si je peux ajouter, là, c'est qu'on se disait, ben, en donnant ce canevas-là, on peut le réutiliser comme équipe après ça pour un objectif en particulier, puis là, faire la suite logique de comment on l'organiserait, qui fait quoi, de quelle façon.
Donc, je passerai peut-être à la diapo suivante pour vous parler encore de développement langagier. Hein, on voit que j'ai un petit faible pour ça. Donc, l'exemple qu'on avait choisi, hein, c'était, par exemple, de vouloir développer les conventions de la communication chez tous nos élèves, par exemple, ou chez certains élèves en particulier. Donc, universel pour tous les élèves, ciblé pour certains élèves qui auraient plus de difficultés. Donc, par exemple, dans les conventions de la communication, c'est comme respecter le tour de parole, maintenir le sujet, regarder la personne à qui on s'adresse, etc. Donc, à quel moment on peut faire ça? Dans les périodes d'atelier ou de jeux libres. Et là, selon qu'on soit en intervention universelle ou ciblée, bien, dans l'intervention universelle, c'est que tous les enfants vont jouer pendant la période d'atelier à un jeu de société ou un jeu de table, puis qu'on va choisir un jeu qui favorise les échanges entre les enfants pour pouvoir leur faire pratiquer ces conventions de la communication-là. Pour certains enfants, ils les connaissent déjà, ils les ont observés, et ils les apprennent par observation. Puis pour certains élèves, plus dans l'intervention ciblée, mais là, il va falloir l'expliciter. Hein? Ah, tu sais, quand on joue avec un ami puis qu'un ami nous parle, c'est important de le regarder. Parce que si on ne le regarde pas, ça se peut que mes oreilles aient plus de difficultés à le comprendre. Alors là, regarde, je vais le faire moi quand je parle à l'ami. Donc, de cette façon-là, je suis ciblée parce que c'est pour un enfant particulier qui a besoin de, un ou plusieurs, là, de cette modélisation-là, mais on reste quand même dans notre moyen de jeu, période de jeu, là, où on pratique, si je puis dire, ces conventions-là. En fait, on les découvre pour certains qui ne l'avaient pas découvert par eux-mêmes et on les pratique par ensuite. Puis dans les qui, je vous rappelle que c'est des exemples, donc on donne des exemples de qui pourrait participer à ces activités de prévention-là, mais encore là, ce sont des exemples, c'est ajustable en fonction de l'équipe, la disponibilité des gens, de votre modèle que vous avez choisi comme équipe de travail. Mais dans ce cas-ci, ben, c'est ceux qui nous venaient à l'esprit comme étant les plus pertinents. Donc, dans le cas où je constaterais qu'un enfant a des besoins qui nécessiteraient plus de soutien. Donc, comme enseignant, je vais me questionner. Puis, ce qu'on vous propose là comme petite démarche, c'est vraiment une proposition. Moi, je crois que c'est la démarche la plus pratique et efficace. Donc, je vous la propose. C'est sûr que dans vos équipes, vous pourrez avoir des fonctionnements différents. On l'a mis le petit astérisque dans le bas, que dans chaque milieu peut fonctionner de façon différente. Ça peut être via des équipes multi ou quoi que ce soit. Mais l'idée de base, c'est vraiment que si je me questionne par rapport à un besoin dans un certain domaine ou dans plusieurs, c'est d'échanger d'abord avec le professionnel ou la professionnelle concernée. Pourquoi? Ben, c'est que cette personne, elle va pouvoir vous orienter vers certaines choses à observer, hein, pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. Certaines questions à aller poser aux parents. Ou encore d'un processus qu'elle, elle connaît parce que malheureusement ou heureusement, on va dire comme ça, par exemple, dans les références à l'externe, dans le domaine de la santé, c'est pas pareil d'une profession à l'autre. Hein. Les services ne sont pas les mêmes en fonction de l'âge d'une profession à l'autre. Et en plus, ils changent dans le temps. Hein, on connaît nos services, il y a des modifications d'une année à l'autre, donc c'est difficile de vous écrire aujourd'hui si c'est besoin d'orthophonie, faites ceci parce que cela, parce que c'est appelé à changer. Donc, c'est pour ça que je vous invite d'abord à aller voir le professionnel qui, s'il n'a pas les dernières nouvelles sur le sujet, va pouvoir s'informer là, auprès de son équipe. Deuxièmement, il faut prendre le temps de réfléchir en équipe, justement, mais vous êtes le centre de cette équipe-là pour clarifier le besoin puis orienter les interventions à mettre en place. Et si nécessaire, une référence à l'interne ou à l'externe pourrait être proposée, entre autres dans les besoins d'évaluation le plus formels, je pense en psychologie ou en orthophonie par contre. Puis, à ce moment-là, la procédure que vous avez mise en place dans l'école va s'appliquer là, pour la référence papier, par exemple. Et moi, ce que je garde de ce que tu viens de dire aussi, Amélie, c'est que les enseignants, les enseignantes n'ont pas à rester seuls lorsqu'ils se questionnent sur les besoins spécifiques d'un enfant. C'est avec les collègues qu'on va Oui. échanger, puis que, tu sais, toutes ces démarches-là aussi peuvent se faire en concertation, là. Parce que des fois, ça peut être plus long ou des fois, il peut nous manquer d'informations. Donc, de Oui. référer à son professionnel ou à la Oui, puis direction, mhm. c'est important. C'est un bon point que tu abordes, Claudette. Puis je dirais même
plus tôt que tard. C'est préférable d'aller juste dire, il y a un petit quelque chose qui me chicote, as-tu 3, 4 affaires à me suggérer, puis après, je te reviendrai, que d'attendre que les difficultés deviennent très, très importantes, puis que là, on sache plutôt par où prendre le problème, là. On est Excellent. là pour vous aider, après tout, hein, fait que profitez-en. Ben oui, ben oui, ben oui. Ben d'ailleurs, c'est pour ça qu'on trouve que c'est important, après l'écoute des capsules, de planifier un petit moment d'échange en équipe, de collaboration avec la direction ou les enseignantes orthopédagogues ou les professionnels et même les éducateurs aussi du service de garde, des fois, pour justement partager aussi les bonnes stratégies, justement en lien avec les interventions qu'on va faire pour tous les élèves qui fonctionnent bien ou pour des besoins spécifiques pour chacun. Alors, on vous invite à prendre quelques minutes, si c'est possible, pour échanger sur le sujet. Puis, on vous laisse toujours avec quelques questions. C'est qui doit intervenir au préscolaire et quand? Qui peut collaborer pour les interventions universelles et ciblées? Vous pouvez utiliser le tableau qu'on vous a présenté tout à l'heure. Comment on peut améliorer la collaboration en classe entre intervenants? C'est pas évident, ça non plus, là, quand on est plusieurs intervenants là, dans la classe, puis on est de plus en plus aussi avec les aides à la classe, le service de garde, les ressources additionnelles aux 4 ans. Mhm. Donc, il faut aussi se donner un plan de match là, pour travailler en équipe, puis aussi quels sont les moments disponibles pour échanger entre nous. Et ça demeure un défi là, de trouver du temps pour le faire. Alors, c'est ce qui met fin à notre capsule d'aujourd'hui. Un gros merci, Amélie, d'avoir pris le temps pour nous. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.